Quatrième et dernier élément du mix, la communication. Il s'agit de la partie émergée du marketing et de loin la plus populaire. Dans la communication d'une firme, d'un groupe d'individus par rapport à la communication interpersonnelle entre les personnes, on distingue généralement la communication dite corporate ou institutionnelle, celle où l'entreprise communique sur ses valeurs, sa finance ou ses projets, et la communication de marque ou de produit que l'on va qualifier de communication commerciale. Depuis le début du XXe siècle, la communication commerciale a pris un essor significatif et représente un budget important pour les annonceurs. Et depuis sa création, les annonceurs se posent la même question sur la façon dont la communication peut agir et sur l'impact de la publicité à proprement parler. Plusieurs modèles d'effets ont été théorisés sans vraiment tomber sur quelque chose de très scientifique. Le plus connu des modèles théoriques est sans doute celui résumé par l'acronyme AIDA, attention, intérêt, désir et action. Le principe étant que la communication va d'abord attirer l'attention, susciter l'intérêt, éveiller le désir et puis enfin provoquer l'action. Globalement, tous les modèles prennent en considération 3 niveaux d'effet de la communication. Un niveau cognitif, où la communication fait savoir, un niveau affectif, où la communication fait aimer, et un niveau conatif, où celle-ci fait agir. Malgré leur grand âge, ces modèles sont suffisants pour analyser les publicités. Tout le monde peut comprendre qu'un nouveau camembert devra d'abord faire savoir à sa cible potentielle qu'il existe, on va être dans le registre cognitif, ensuite il va devoir communiquer sur des valeurs et un environnement pour donner envie de le goûter et associer du goût à sa marque, on va être dans le registre affectif, et enfin, on peut imaginer que pour faire découvrir le produit, une promotion de 30% aura un effet sur le comportement des consommateurs potentiels. Au chapitre de la communication, nous évoquerons également le positionnement. Ici, nous le réduirons à une définition plus simple, qui peut être simplement l'image que le produit va avoir auprès de son public. Pour qu'un positionnement soit bon, il doit être unique en termes de communication, crédible, motivant, durable, attractif pour la cible, et bien entendu, si possible, cohérent avec le passé et déclinable dans l'avenir. Comme l'ensemble des éléments du marketing mix, la communication va pouvoir s'énoncer en forme de stratégie. Celle-ci va démarrer par un bilan diagnostique type marketing, mais orienté communication et historique de la communication des concurrents. On va formuler un problème à résoudre, encore une fois par la communication. Il ne s'agit pas de déborder sur un prix de vente à changer ou un réseau de distribution à modifier, chacun ayant son métier, les autres suggestions relevant des autres éléments du mix. Ceci fait, les gens de la communication vont proposer un positionnement à adopter et le formuler de manière à le rendre le plus attractif possible. Quand le positionnement est choisi, il reste à définir des objectifs de communication, décrire et choisir des cibles et proposer une stratégie créative. Parallèlement, une stratégie des moyens est élaborée avec le budget et le calendrier qui sont fixés. En bout de la chaîne du marketing, on trouve la partie la plus visible, la plus glamour et la plus attirante, la création publicitaire. Tout commence par un document de synthèse qui doit être mis au créatif, la copie stratégie en est l'exemple le plus connu. Ce document va tracer un cadre de référence et permettre à l'équipe de création de formuler de manière originale et accrocheuse une promesse commerciale 1000 fois entendue. On va retrouver dans cette copie stratégie, ou quel qu'en soit le nom, les rubriques suivantes, la promesse ou l'axe, l'élément principal à transmettre aux cibles, par exemple des piles qui durent longtemps. On va trouver également un support ou une preuve de cette promesse, comme par exemple, pour rester dans l'exemple de Duracell, un jouet qui continue de fonctionner quand les autres s'arrêtent. Et enfin, la façon dont cette promesse sera traduite avec un ton juste ou une atmosphère que l'annonceur souhaite voir apparaître dans sa campagne. Une bonne création est souvent le gage d'une bonne campagne. On va pouvoir en mesurer les retombées dans les post-tests avec les indicateurs comme la présence à l'esprit de la marque à travers la campagne, la mémorisation du message principal que l'annonceur a voulu communiquer, l'attribution de la publicité de la campagne à la marque, ainsi que l'évolution sur des critères d'image comme la modernité, l'efficacité ou tout autre item pertinent pour les besoins de l'annonceur. Il est fondamental de bien définir ces cibles de communication. L'usage est parfois de distinguer les cibles principales, le groupe d'individus touchés dans son ensemble, le cœur de cible, celui touché en priorité si on n'a pas les moyens de toucher l'ensemble autant de fois que l'on veut. En B2C, Business to Consumer, les cibles sont décrites comme des segments avec des critères sociodémographiques. En B2B, on utilisera les critères économiques, chiffre d'affaires, activité, effectif, bref, les critères disponibles au moindre coût. Puis viennent les cibles secondaires, qui sont la plupart du temps les mêmes, à savoir la force de vente en interne, les distributeurs, les journalistes et l'ensemble des prescripteurs. Nous n'y consacrons que quelques instants parce que l'idée est très simple et les critères sont déjà exposés. Mais le choix et la description des cibles, qualitativement ou quantitativement, est l'une des étapes les plus importantes du marketing. Mesurer ou valoriser d'une manière ou d'une autre la réussite d'une campagne publicitaire n'est pas chose facile.
Cela se fait d'une part par les résultats économiques observés en magasin, mais aussi par les études spécifiques, des pré-tests et des post-tests pour suivre l'évolution de l'image d'une marque ou d'un produit. Ces thèmes sont très largement détaillés dans nos fiches et nos exercices. Attention, préparer un media planning demande également la maîtrise des indicateurs publicitaires. Vous en trouverez sur Marketech la liste exhaustive. Ces indicateurs demandent un peu de temps de travail avant d'être compris et maîtrisés. Les importants moyens dont disposent les annonceurs ont également permis à certaines personnes de faire des études un peu plus poussées sur la mémorisation et sur l'efficacité publicitaire. On propose même dans la littérature marketing des constantes de mémorisation avec les fameux bêtas de Morgenstern. Sa théorie basée sur l'observation statistique indique que, par exemple, pour l'affichage, 4% de la cible mémorise le message à chaque nouveau passage. Cette théorie ne nous emballe pas, mais elle existe. Nous allons vous proposer une explication sur un aspect moins évident de l'effet de la communication publicitaire. Regardez les figures ambiguës ci-dessus. Peut-être les connaissez-vous, mais si vous ne les connaissez pas, nous allons vous donner une information. Le premier dessin en partant de la gauche est à la fois un chef indien, si vous regardez de droite à gauche, et aussi un esquimau qui frappe à la porte quand vous regardez de gauche à droite. Le lapin est un lapin d'un côté, un canard de l'autre. Et la jeune dame est également une sorcière selon comment vous la regardez. Avec un peu de temps, vous arriverez à percevoir ce que vous ne perceviez pas au début, et la simple transmission de ces informations aura eu une incidence bien palpable sur cette perception. Nous vous demandons de vous concentrer sur ces cartes et d'en choisir une, puis de la mémoriser. Autre exercice, pour détourner un instant votre attention, que voyez-vous dans l'image? Ne voyez-vous rien de particulier? Si maintenant nous vous indiquons que l'image est une vache, vous suivez? Peu importe, c'était juste une diversion. La carte que vous aviez choisie a effectivement disparu. Normalement, vous aurez constaté qu'elle seule a disparu dans la série ci-dessus. Pourtant, en réalité, toutes les cartes ont été changées. Ces petites astuces sont là pour vous montrer qu'une seule information suffit à transformer complètement votre perception, sans que vous vous en rendiez nécessairement compte. Cette information peut être une publicité, une campagne que vous aurez vue à travers des écrans télévisés, une campagne radio que vous aurez entendue, ou une campagne que vous aurez lue à travers des annonces presse. Nous illustrons aussi avec le tour de carte la cécité cognitive et l'adhérence à vos décisions, un certain conformisme qui nous joue parfois des tours. Lorsque nous vous avons demandé de choisir une carte, vous étiez convaincu qu'une carte allait disparaître et une seule. De ce fait, vous ne vous êtes pas aperçu nécessairement que l'ensemble des cartes avait disparu. Ces expériences sont là pour vous montrer qu'il y a un effet publicitaire, qu'une trace mémorielle des campagnes que vous avez perçues ou entendues va peut-être influencer à votre insu vos décisions. De même, pour certains d'entre nous, à force d'envahir l'espace, la publicité a réussi à nous convaincre que la marque est un signe de qualité, et que le fait de porter une marque nous valorise au niveau social et nous renvoie une image personnelle qui en est totalement changée. Les annonceurs qui ont de quoi créer un plan média significatif vont devoir adopter une stratégie de couverture. Avec un budget donné, ils vont soit chercher une couverture optimale de leur cible, c'est-à-dire toucher un maximum de personnes qui sont visées par la communication, soit rechercher une répétition élevée, à savoir obtenir un grand nombre de contacts par tête sur la cible donnée. Le produit des deux est ce que l'on appelle le GRP, Gross Rating Point, PCB en français, point de couverture brute. C'est le seul indicateur de puissance publicitaire que nous avons, a priori, pour choisir une campagne, et pour choisir des médias et des supports disponibles en fonction de la cible. Cet indicateur pourra en interne être lié aux résultats des campagnes et aux objectifs, mais ces données sont spécifiques à chaque annonceur et bien évidemment confidentielles. On peut imaginer qu'un annonceur qui a un budget significatif et une historique de campagne soit tout à fait capable de dire que pour lancer tel ou tel produit, il a besoin d'obtenir une campagne avec un GRP de 240, 300, 500, peu importe. En tout cas, ces chiffres-là sont inaccessibles au commun des mortels. Pour pouvoir choisir entre les différents supports publicitaires, les annonceurs et leurs conseils vont disposer de nombreux critères. Des critères pratiques, le coût d'accès, représente-t-il un ticket d'entrée trop élevé, le délai de réservation, le délai de création, le média et le support cible de la communication sont-ils cohérents, y a-t-il une adéquation entre le média support et le message? Pour donner un exemple caricatural, il paraîtrait inapproprié de faire une annonce pour un placement de retraite dans un magazine tel que Jeune et Jolie. Nous n'allons pas ici entrer dans le détail, mais notons que les dépenses de communication des annonceurs en France avoisinent la trentaine de milliards d'euros. Pour simplifier, un tiers du budget est dépensé dans les 6 masses médias, 2 tiers dans ce que l'on nomme hors médias, à savoir relations presse, événementiel, promotion des ventes, marketing direct, etc. On retrouve cette proportion dans l'ensemble des pays d'Europe et dans la plupart des pays développés. Cela s'explique parce que les annonceurs actifs sur ce que nous appelions jadis les masses médias sont très peu nombreux.
environ 19 000 en France, ce qui représente moins de 0,6% des entreprises du pays. Si l'on regarde de plus près, plus de 80% des recettes des médias nationaux proviennent de seulement 500 entreprises. Et plus on monte dans le budget, plus les annonceurs se comptent sur les doigts de la main. Le web et la fragmentation des audiences TV et presse a partiellement changé la donne, un temps tout au moins. En effet, aujourd'hui la plupart des marques communiquent par plusieurs canaux et les gros budgets trustent aussi les places des moteurs de recherche comme jadis les écrans TV. C'est grâce à ces gros annonceurs que nous avons des outils théoriques du marketing et de la publicité. La principale raison qui explique la concentration sur ce marché est la fameuse courbe de réponse en S sur l'effet des ventes par rapport à l'investissement en termes de publicité. Rappelons que littéralement la publicité est la communication payante via un média. C'est un minimum en dessous duquel la publicité n'a aucun effet, et ce minimum est bien souvent trop élevé en termes de budget pour les petites entreprises. Alors, comme le fait l'essentiel du marketing, nous avons souvent nous intéresser à des grandes entreprises qui en font toute la notoriété lorsqu'on parle de stratégie et à plus forte raison lorsqu'on parle de publicité média. Bien entendu, nous faisons ici référence aux grandes marques dont le budget se compte en dizaines voire centaines de millions d'euros, par exemple 3 à 400 millions d'euros par an pour Renault pour le seul pays France. Bam.